l'assurance, retour d'expérience des pays d'Amérique latine et du Sud. Merci mesdames, messieurs. Bienvenue encore une fois à ces rendez-vous de l'assurance. Nous sommes dans la session Keynote Speaker 5 et nous retrouvons monsieur Rodrigo Bedoya qui va nous parler d'un retour d'expérience de l'assurance en Amérique latine et dans les pays du Sud. Monsieur Bedoya est vice-président de la Boliviana Chia Cruz Insurance Company. Monsieur Bedoya, Mr. Bedoya, welcome. Bienvenue, monsieur Bedoya. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je vous remercie d'être là. Où êtes-vous actuellement? Dans quel pays êtes-vous actuellement? Alors actuellement, je suis en Bolivie. Donc il est très tôt chez vous. Oui, tout à fait, il est très tôt en Bolivie. Il est 9h36. Donc nous devrions vous remercier doublement. Donc monsieur Bedoya, vous allez nous parler du feedback, donc vous allez partager votre retour d'expérience donc des pays d'Amérique latine et du Sud. Donc, quelles sont les principales réglementations nécessaires pour permettre un bon développement de l'inclusion de l'assurance ou de l'assurance inclusive? Donc, est-ce que vous pourriez répéter votre question? J'ai du mal à vous entendre, dit M. Bedoya. Donc, quelles sont les réglementations principales qui sont nécessaires pour permettre un bon développement de l'assurance inclusive? Donc, la réglementation est un facteur essentiel pour pouvoir encourager la croissance et le développement de l'assurance inclusive. Nous avons pu constater dans de nombreux pays où les régulateurs sont d'abord préoccupés par la question. Et la première chose que les régulateurs doivent faire, c'est d'être déjà conscients de l'opportunité que cela présente dans que ce soit donc la microassurance ou pour donner des exemples, la microassurance ou l'assurance inclusive, et ensuite de prendre des actions spécifiques pour pouvoir promouvoir donc la croissance et le taux de pénétration des compagnies d'assurance dans ces secteurs-là. Au cours des dernières années, nous avons pu constater que l'innovation et la technologie, à titre d'exemple, ont joué des rôles très importants pour mettre en avant ce type d'assurance. Mais malheureusement, dans de nombreux pays latino-américains, nous constatons très peu d'intérêt du côté des régulateurs. Il semblerait que les gouvernements et les régulateurs ne sont pas forcément au courant de cette énorme opportunité et des avantages qui peuvent émaner de ce type d'assurance. Y a-t-il de nouveaux canaux de distribution qui pourraient être mis en avant pour pouvoir faciliter l'assurance inclusive? Oui, tout à fait. La distribution des produits de microassurance aujourd'hui sont essentiellement dominés par les institutions de microfinance et au cours de la dernière décennie, d'autres institutions financières. En effet, il y a d'autres opportunités du côté de la distribution de l'activité de la microassurance, étant donné que de nombreux canaux retail peuvent être utilisés, les opérateurs mobiles et aussi des grandes chaînes retail. En fait, tous ces canaux peuvent être utilisés et puis dans certains pays, il y a aussi la possibilité de pouvoir utiliser des services publics comme les services d'eau et d'électricité, par exemple, les distributeurs d'eau et d'électricité pour pouvoir servir les personnes à faible revenu. Mais dans d'autres pays, il y a certaines lois qui interdisent spécifiquement la vente d'assurance à travers, par exemple, les sociétés d'utilité publique, à savoir donc ceux qui vendent donc l'eau et l'électricité. Donc le secteur de l'assurance a dû essayer d'analyser la situation pour déterminer quelles sont les lois qui devaient être modifiées ou plutôt modernisées et de quelle manière ces canaux de distribution pouvaient être déployés dans
plusieurs latino-américains, où aujourd'hui il est extrêmement difficile pour les entreprises dans le secteur de l'assurance puissent opérer, car en fait la réglementation dans de nombreux pays ne leur permet tout simplement pas de se lancer dans ces segments. Donc vous parlez beaucoup de micro-assurance. Alors comment est-ce que ça se passe en Amérique latine? Est-ce qu'il s'agit d'un service qui peut être inférieur, entre guillemets? Oui. Alors, lorsque nous parlons de micro-assurance, donc le coût de la micro-assurance en Amérique latine, donc il y a déjà 20-25 ans, nous avons commencé à voir des institutions de micro-assurance, ou plutôt des institutions financières qui sont arrivées en Amérique latine, en particulier en Bolivie, qui est mon pays. Nous avons commencé à voir l'arrivée de différentes institutions financières internationales qui ont décidé de se concentrer sur en fait, qui se sont lancés dans le prêt d'argent à des personnes à faible revenu qui étaient négligées par les institutions bancaires traditionnelles. Et donc, ainsi, donc ces institutions financières qui prêtaient de l'argent à cette population informelle, comme on a tendance à l'appeler, eh bien, il y a eu, pour pouvoir couvrir les intérêts de la banque, c'est là que ces institutions financières ont dû assurer leurs arrières dans un sens, et c'est là qu'ils ont commencé c'est ainsi qu'ils ont commencé à développer des produits de micro-assurance. Donc c'est vraiment là, je vous raconte là la petite histoire de l'origine du démarrage de la micro-assurance en Amérique latine. Et au cours des 20-25 dernières années, les autres institutions financières, les banques traditionnelles, ont aussi identifié cette opportunité importante pour les banques, pour les institutions financières, déjà pour les crédits qui étaient octroyés à ces personnes qui ne pensaient même pas éligibles à contracter des crédits de la part de ces institutions, mais ils se sont aussi rendus compte que cette frange de la population était finalement extrêmement disciplinée et responsable. Et puis, finalement, le pourcentage de défaillance était extrêmement faible pour cette frange de la population. Donc, ils ont aussi décidé de se lancer et puis de commencer à servir cette population. Donc, à l'époque, les banques traditionnelles en Bolivie pensaient qu'ils étaient absolument fous, car ils se sont dit, ils vont prêter de l'argent à ces personnes qui étaient quand même une population assez risquée. Donc, d'une part, ils avaient réalisé qu'il y avait une opportunité sur l'aspect traditionnel donc de l'activité qui était donc d'octroyer des crédits, mais d'autre part, ils ont aussi réalisé qu'ils pouvaient générer quand même des revenus importants des commissions pour pouvoir finalement vendre des produits d'assurance à cette population. Donc au cours des 2 dernières décennies, les institutions financières en Bolivie et en Amérique latine ont réalisé que la microassurance ou l'assurance inclusive est un aspect extrêmement important de leur activité, du côté financier et aussi du côté assurance, au vu des commissions que cela génère. Donc la microassurance permet uniquement de couvrir les crédits. Donc il ne couvre pas, par exemple, il ne propose pas donc des assurances santé ou habitation. Donc ces microassurances ne couvrent que les défauts de paiement. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, en Amérique latine, l'assurance est surtout dominée par les produits vie et vie crédit. Donc en fait, ils représentent une grande partie du marché de la micro-assurance ou de l'assurance inclusive. Mais il y a eu aussi différents segments qui ont commencé à être lancés. Nous avons commencé à voir l'émergence de produits santé, surtout pour ceux qui offrent une couverture pour l'hospitalisation. C'est une couverture qui semble être très importante
pour cette population. Et au cours des dernières années, nous avons aussi vu l'émergence de produits de télémédecine qui sont beaucoup plus accessibles et proposent finalement des avantages très intéressants. D'autres produits que nous avons vu proposer dans la région sont les frais de l'assurance agricole, et puis une assurance funéraire. Donc, pour avoir un bon système d'assurance agricole, il faut aussi avoir la participation de l'État, ce qui est assez compliqué, mais il y a aussi des offres pour des offres multirisques de vol et pour des extensions de garantie. Donc, nous avons vu le portefeuille des produits d'assurance se développer de manière considérable au cours des 2 à 3 dernières décennies depuis le démarrage du phénomène de la microassurance en Amérique latine. Donc, quels sont les principaux risques climatiques auxquels vous êtes confrontés en Amérique latine? Je pense que cela dépend du pays duquel vous parlez. Donc, l'Amérique latine est une région extrêmement diversifiée. Et puis, dans certaines régions, vous avez une exposition au séisme, comme au Chili ou au Mexique. Donc, il s'agit là d'une grande préoccupation. Mais je dirais qu'au-delà de ces pays spécifiques avec cette exposition aux catastrophes, généralement, il s'agit des risques climatiques qui sont liés à la pluie ou au vent ou la neige. Donc oui, en effet, il s'agit là de préoccupations pour les petits producteurs, pour les petits exploitants agricoles. Et je peux vous dire que le secteur de l'assurance privée a essayé d'offrir des solutions d'agro-assurance, mais l'expérience nous a montré que quand c'est le secteur privé, le secteur de l'assurance privée à lui seul ne peut pas proprement fournir ces services-là sans l'appui des États. Donc, en ce qui concerne l'effet de la pandémie, que s'est-il passé avec le secteur de l'assurance en Amérique latine? Avez-vous constaté plus de demandes de la part des clients ou peut-être une demande, différents types de demandes? Alors, effectivement, c'est une excellente question. Donc, d'une part, ce que la pandémie a apporté au secteur de l'assurance dans la plupart des pays. Alors, bien entendu, il y a eu un énorme impact sur les entreprises d'assurance vie, car les compagnies d'assurance vie auparavant proposaient des produits d'assurance vie sur la base de métriques traditionnelles pour pouvoir estimer les taux de mortalité. Et soudainement, du jour au lendemain, nous avons commencé à voir ces taux de mortalité qui augmentaient, parfois qui doublaient, qui triplaient, qui quadruplaient par rapport au taux de mortalité moyen que la région connaissait depuis plusieurs décennies déjà. Et cela, bien entendu, a posé un énorme défi pour les compagnies d'assurance vie, qui, pour la plupart, devaient confronter cette exposition sans pour autant l'avoir prise auparavant, sans pour autant l'avoir prise en compte auparavant. Donc, le secteur de l'assurance latino-américain a démarré l'année 2020 bien capitalisé, ce qui est une excellente chose, ce qui a permis à l'assurance, au secteur de l'assurance à faire face aux défis, donc de payer tous ces sinistres. Mais c'est-à-dire que suite au confinement, vous aviez aussi moins de risques, n'est-ce pas? Donc, bon, oui, d'une part, oui, dans une certaine mesure, oui, mais pour certains segments, eh bien,
En effet, il y avait des taux de sinistralité qui étaient nettement inférieurs, mais pour d'autres, ça n'était pas forcément le cas. Et pour la plupart des pays latino-américains, eh bien, pour les entreprises, c'est-à-dire les compagnies vie et non-vie, sont des entités séparées. Donc, nous avons vu dans de nombreux pays des entreprises de compagnies d'assurance non-vie qui ont réellement bénéficié, du confinement, avec surtout ceux qui proposaient des produits d'assurance auto. Mais si vous étiez actionnaire dans une compagnie d'assurance vie, par exemple, vous étiez certain, et forcément, ce sont des compagnies qui étaient méchamment frappées. Donc, nous avons aussi pu déterminer que, bien entendu, dans l'assurance, il faut toujours être diversifié, car certaines compagnies d'assurance étaient suffisamment diversifiées, avec, par exemple, des produits sur le côté santé, par exemple, et puis cette activité-là a aussi connu un taux de sinistralité qui était inférieur à ce qu'ils connaissaient auparavant. Mais de manière générale, l'impact du taux de la hausse du taux de mortalité en Amérique latine eh bien, était très important. Donc, j'ai répondu à votre question du côté assurance. Mais du côté consommateur, ce que nous avons constaté, c'est une situation extrêmement concrète dans la mesure où plusieurs familles, plusieurs clients de compagnies d'assurance ou d'institutions financières qui, eh bien, malheureusement, sont décédés des suites du coronavirus et qui ont soudainement réalisé qu'ils avaient cette couverture, qu'ils avaient cette assurance vie. C'est quelque chose sur lequel nous devons effectivement nous pencher en Amérique latine. La communication entre les institutions financières et leurs assurés ou leurs clients sur le type d'assurance particulier qu'ils obtiennent ou qui leur est proposé n'est pas forcément clair. Donc, il y a quand même des efforts à faire en termes de sensibilisation, d'éducation. Il y a par exemple une compagnie d'assurance dans laquelle je travaille. Eh bien, nous avons vu des personnes qui sont soudainement réalisées qu'ils avaient une couverture d'assurance, car par exemple, la personne qui avait contracté le crédit, que ce soit l'époux ou l'épouse qui avait contracté le crédit, et puis la veuve ou le veuf pensaient qu'ils allaient avoir bien entendu des problèmes à pouvoir rembourser le crédit. Et quand la banque les avait appelés pour leur dire « bonjour, nous vous appelons pour voir comment vous vous portez, pour vous rappeler que vous avez des traites à payer » ou pour parfois leur communiquer qu'il y avait une extension un prolongement du gouvernement, une extension qui a été accordée par le gouvernement pour pouvoir rembourser des crédits. Ils avaient appris déjà, c'est-à-dire les banques avaient appris à travers ces appels que la personne qui avait contracté le crédit était décédée. Donc, quand ils avaient informé les membres de la famille qu'il y avait une assurance qui permettait de couvrir cela, et bien entendu, ils étaient ravis et soulagés. Donc, il y avait vraiment une réelle sensibilisation sur les avantages que pouvait apporter l'assurance. Et bien entendu, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait capitaliser dans les années à venir. Donc, une dernière question. Nous n'avons que 3 minutes devant nous. Donc, la digitalisation dans l'assurance. Quels sont les secteurs, ou plutôt les segments des compagnies de l'assurance qui nécessiteraient un push technologique? Alors, la technologie est omniprésente aujourd'hui. Et les entrepreneurs trouveront des moyens pour intégrer la technologie dans de nombreuses activités. Et l'assurance n'est certainement pas une exception. Mais le souci avec l'utilisation de la technologie en Amérique latine, c'est que dans de nombreux pays, les régulateurs n'ont pas pu suivre la cadence de l'évolution de la technologie dans l'industrie de l'assurance. Et dans de nombreux cas, les compagnies d'assurance ne sont même pas autorisées à déployer ces technologies, car en fait, le cadre juridique est vétuste. Il date des années 70, des années 80, et puis c'est un cadre juridique qui n'a pas été actualisé. Dans 2 tiers des pays en Amérique latine, il n'y a pas de réglementation qui permet aux polices d'assurance d'être vendues sur Internet. Et dans certains cas, et d'ailleurs la Bolivie est aussi concernée,
les assurés doivent physiquement signer les polices quand ils les reçoivent. Et là, il s'agit réellement de la responsabilité des régulateurs. Et j'espère que cela changera suite à la pandémie. Nous ne pouvons pas négliger ce canal de distribution qui recèle d'énormes opportunités. En effet, c'est une énorme opportunité pour les compagnies d'assurance. Cela permet réellement de fluidifier la vente des produits d'assurance, la rentabilité aussi. Et il ne faut pas oublier que nous sommes de plus en plus confrontés à une frange de la population qui est beaucoup plus habitué à acheter des produits sur Internet, sur leur téléphone mobile, par exemple. Donc, le fait de leur dire que ne peuvent pas acheter, c'est-à-dire ou souscrire à une assurance via leur mobile, eh bien, les freine. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience. Et j'espère que nous espérons pouvoir vous revoir très bientôt. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et je me réjouis de vous revoir très bientôt. Donc,